Alors, je me présente, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste et animateur à Week-end Radio et pour Jeunes Explos aussi, on entame la 20e édition. Ça fait 3 ans que j'étais avec Jeunes Explos et j'ai appris à découvrir un organisme qui avait à cœur la carrière, la découverte professionnelle des jeunes. Donc, on aide justement chez Jeunes Explos, parce qu'on est un OSBL, la jeunesse à s'orienter dans l'avenir, à trouver des emplois différents, développer leurs intérêts sans mettre trop de pression puis à les guider là-dedans. On offre aussi des occasions d'avoir des stages d'un jour, ce qui est très, très apprécié, je pense, de la part des jeunes. Et justement, ben, on organise aussi des webinaires comme Brancher sur mon avenir aujourd'hui avec Jeunes Explos. Et c'est la semaine des technologies de l'information. C'est très important et c'est très pertinent aussi. Il y en a plus que jamais et ça continue. C'est en pleine croissance aussi. Si vous avez des questions pour nos experts, ben, je vous invite évidemment à les marquer. Puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, vous les marquez dans la boîte de discussion, juste en bas de votre écran. Moi, je fais le relais. Et je tiens à dire un énorme, énorme merci à notre partenaire qui est Mon Avenir TI, parce que c'est grâce à des partenaires comme Mon Avenir TI qu'on peut organiser des semaines thématiques, des conférences, des webinaires et, en l'occurrence, des branchés sur Mon Avenir. Alors, j'ai mentionné là, du bout des doigts nos trois experts aujourd'hui. On a déjà une question de Nabil pour tantôt. Alors, ça part très, très bien. Je vous invite à faire comme Nabil aussi si vous en avez. Pour Sophie Beaulieu, conseillère principale, analyste en géomatique. Bienvenue, merci d'être là. Sophie, c'est très apprécié. Vanessa Hurt, Scrum Master, coordonnatrice d'intervalle. Merci beaucoup d'être là, Vanessa. Et dernier mais non le moindre, Alexis Garon-Michaud, qui est architecte logiciel. Merci à vous trois. On va parler de votre emploi, vos emplois en fait, le domaine des technologies de l'information par exemple, puis de votre parcours aussi pour pouvoir inspirer les jeunes. J'aimerais commencer peut-être à tour de rôle, là, ça peut être n'importe qui veut commencer, mais pourquoi c'était important pour vous de venir nous parler à brancher sur mon avenir, de parler de votre métier, de parler de nous, parce que vous auriez pu profiter d'une pause dîner bien méritée, une heure devant vous, mais pourquoi vous teniez à venir nous parler aujourd'hui à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos? On peut peut-être y aller. Je commencerai par dire, en fait, ben, c'est Mon Avenir TI, effectivement, comme tu l'as mentionné au début, qui m'a offert de participer à cette initiative. De mon côté, par le fait que je suis Scrum Master, là, je pourrais expliquer mon parcours un peu plus tard, mais je n'ai pas toujours été dans les TI. Puis, je sais, j'ai des jeunes autour de moi, des nièces, etc., qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur avenir, comment s'orienter. Et les TI sont un fabuleux secteur où ben, on peut qui est facilement accessible, pardon, pour tous les domaines, pour toutes les expertises, qui est facilement accessible. Donc, quel que soit le parcours ou l'intérêt de chacun, je pense qu'il y a la place pour chacun dans le domaine des TI. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de participer. On l'apprécie vraiment. Là. Alors, merci encore, Vanessa. Peut-être, Alexis, de ton côté, parce qu'on va se tutoyer, il faut dire, là, pour le webinaire, on a planifié ça. Alexis, pourquoi toi, tu tenais à venir nous parler, à brancher sur mon avenir? Ben, moi, de mon côté, c'est pas la première fois que je fais ce genre de présentation-là. Je m'implique souvent dans les écoles secondaires en région et même au cégep. J'ai enseigné également dans les dernières années. Donc, partager mes valeurs, faire comprendre les gens, puis faire grandir dans le domaine des TI, qui est un domaine qui se transforme à tous les jours. On a parlé d'intelligence artificielle dans une question dans le chat, on va y revenir plus tard. C'est des rôles qui jouent une très grande importance dans notre société, malgré que des fois qu'on s'en rend peut-être pas compte. Également aussi, ça s'aligne beaucoup avec mes valeurs. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager mes connaissances, faire grandir les gens. Moi, c'est un sentiment d'accomplissement quand je vois quelqu'un grandir par l'aide que je peux accomplir, que je peux donner. Puis, essayer de peut-être comprendre un domaine aussi qu'on comprend peut-être mal à première vue. Souvent, les gens n'ont peut-être pas la bonne perception de qu'est-ce que le domaine de l'informatique versus qu'est-ce que c'est en vrai sur le terrain. Donc, démystifier, dans le fond, les mythes que, mettons, la société peut avoir envers ce domaine-là. Donc, vulgariser le tout. Puis c'est pour ça que vous êtes là, les trois. Merci, Alexis. Sophie, conseillère principale, analyste en géomatique. Pourquoi, Sophie, tu tenais à venir nous parler à la gang de Jeunes Explos aujourd'hui? Ouais, ben moi, en fait, c'est un peu comme Alexis disait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager le domaine des TI, de partager aussi ma carrière, ce que je fais, mon domaine aussi de la géomatique. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont participé la semaine dernière à une rencontre similaire, vraiment axée sur la géomatique. Mais la géomatique, c'est beaucoup de choses. C'est aussi des TI. C'est même une partie intégrante de la géomatique, fait partie du monde des TI. Moi, je veux participer à des rencontres comme ça, puis genre, je fais souvent ce genre d'activité-là, parce que pour moi, c'est super important de montrer que
même si on voit souvent un peu les mêmes types d'emplois quand on pense à bon, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre carrière, il y a tellement de choses qui existent qu'on pense même pas qu'ils existent. Moi, quand j'étais à votre place, je savais pas que ça existait la géomatique et j'ai découvert un peu par hasard, on reviendra plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment important de montrer qu'un choix de carrière ou en fait un choix de domaine d'études, c'est pas nécessairement un choix de carrière non plus. Le domaine des TI, c'est tellement large. On peut choisir le domaine des TI, mais choisir aussi un type d'emploi qui peut être complètement différent. Puis je pense que dans cette rencontre-là, on va voir ce que les trois, là, on est dans le domaine des TI, mais on a des emplois complètement différents. Pour moi, c'est super important de montrer que ce que je fais, j'aurais pu faire exactement le même chemin d'études, mais me rendre dans un emploi qui est complètement différent aussi. Puis montrer que les emplois peuvent toujours évoluer avec le marché aussi. On parle d'intelligence artificielle, on parlera un peu aussi de d'autres choses, mais notre carrière peut évoluer aussi selon ce que nous, on a envie de faire. Puis c'est ce qui m'amène aussi à vouloir partager ça avec des gens. C'est intéressant ton point également, Sophie, qu'on peut aller dans un domaine d'études, mais faire autre chose après, c'est pas un contrat à vie. Puis tout Absolument. mène à Rome, puis Rome dans ce cas-ci, mais ce sont les technologies de l'information. Ouais. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, j'aimerais ça qu'on mette les bases ensemble, les quatre, ben, en fait, avec tout le monde qui nous regarde en direct à brancher sur mon avenir. J'en profite pour dire aussi, ça va être sur Internet après, donc si vous ne regardez pas en direct, là, c'est bien correct. On va l'envoyer à des proches également. C'est disponible pour toujours. Sophie, tu es conseillère principale, analyste en géomatique. Il y a beaucoup de termes que corrige-moi si je me trompe, la moyenne des ours connaît peu ou pense connaître peut-être à tort. Dans tes mots à toi, c'est quoi une conseillère principale, analyste en géomatique? Ça mange quoi l'hiver, ça? Oui, très bonne question. C'est une question à laquelle je réponds souvent. Je blague toujours que quand je vais chez le dentiste me demande qu'est-ce que je fais dans la vie pendant que j'ai la bouche ouverte. Puis je sais que je ne peux pas juste répondre avec 2 mots, puis la discussion va terminer. Fait que là, à chaque fois, le dentiste, il regrette un peu de m'avoir posé la question parce qu'il est obligé d'attendre. Donc, le premier mot-clé là-dedans, c'est le mot géomatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui s'est données la semaine dernière aussi. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là si ça vous intéresse. Mais la géomatique, c'est la science de la localisation de l'information dans le domaine des TI, en fait. C'est vraiment tout ce qui a rapport avec où est-ce qu'on place l'information sur Terre. En gros, là, si je peux le dire, disons en format dentiste. Mais il y a plusieurs couches à ma carrière, en fait. Donc, moi, j'ai étudié en génie géomatique. De formation, je suis une ingénieure en géomatique. Donc, ce que je fais, ma boîte à outils que j'ai développée avec mes études, c'est vraiment d'apprendre à résoudre des problèmes ou à conceptualiser des solutions dans le monde de la géomatique, dans tout ce qui a rapport avec le positionnement des objets sur Terre. Quand on pense à Google Maps, par exemple, où on parle de localiser nos amis sur une carte avec leur téléphone, peu importe. C'est très, très, très large ce qu'on peut faire avec la géomatique. Et donc, moi, de formation, je suis très bien outillée pour travailler sur des solutions et des problèmes en lien avec ce domaine d'affaires-là. Puis quand on rajoute par-dessus ça, vous voyez que c'est pour ça que chez le dentiste, c'est compliqué. Quand on rajoute par-dessus ça ma boîte à outils, ben là, on se ramasse aussi dans ma carrière elle-même. Donc, moi, je suis conseillère à CGI. C'est une entreprise de consultation dans le domaine des technologies de l'information. Et CGI a un créneau bien particulier sur la géomatique. Donc, une conseillère, en fait, ou un conseiller, ce que ça va faire, c'est que ça travaille pour développer un peu, aider nos clients à développer des solutions, des outils, des processus bien spécifiques sur un domaine en particulier. Des fois, ça peut être la programmation, des fois, ça peut être même aussi de la gestion de projet. Et dans mon cas, dans les projets dans lesquels je travaille, ben, c'est beaucoup en lien avec la géomatique. Et Très donc, intéressant. oui. On va en parler aussi Oui. quand même amplement. Puis géomatique, moi, je me rappelle, j'étudiais à l'Université Laval au pavillon CASO en communication. Puis Oui, ça fait musique. Puis on avait géomatique. absolument. La géographie, c'est des mathématiques, mais c'est quand même un mélange de tout ça, mais encore plus. Puis on va en parler Oui. davantage encore. Alexis Garon-Michaud, architecte logiciel. Architecte, on a une vague idée, c'est quoi, mais j'imagine que c'est plus qu'avoir un thé à dessin qu'on a construit nous-mêmes, comme en troisième secondaire, je me rappelle. Mais dans tes mots, Alexis, c'est quoi un architecte logiciel? Si je peux vulgariser, mettons, de très haut niveau, tu sais, souvent, quand j'explique, mettons, à mes neveux nièces, qu'est-ce que mon oncle ou parrain fait, ben,
on prend un besoin utilisateur et on essaie de le traduire dans une solution. Une solution a non seulement, par exemple, des fonctionnalités qu'on vient répondre à un besoin, mais la solution en question a besoin de son infrastructure en place. Je vous laisse imaginer que tant que les ordinateurs parlent ensemble, que ce soit en termes de niveau de sécurité, de réseautique ou en termes de fonctionnalités pures et dures, c'est un amalgame de tous ces éléments-là qui font ensemble qu'un architecte doit définir justement c'est quoi les différentes boundaries, les différentes segmentations dans un système. Donc, c'est ça qu'on va venir mettre en place. Souvent, c'est notre plus grand défi au quotidien, c'est de traduire les besoins clients en solutions complètes. Donc, d'aider les clients aussi à ce niveau-là. Très intéressant Exact. de parler davantage. Puis, Vanessa, Scrum Master, coordonnatrice d'intervalle. Dans tes mots, Vanessa, c'est quoi exactement ton emploi? Oui, ben, c'est ça, moi je suis Scrum Master, donc je suis la personne, c'est un petit peu plus popularisé, on va dire, ces derniers temps, quoique il y a un certain nombre d'années, ça n'existait pas un Scrum Master. Mais désormais, donc, c'est ce que ça fait, c'est que ça facilite, ça aide les équipes de développement à se mettre en route pour pouvoir livrer la fameuse solution sur laquelle Alexis a planché. Donc, c'est vraiment de collaborer avec les équipes de développement pour pouvoir livrer la fonctionnalité en question dans un mode qu'on appelle agile. Ça, c'est vraiment plus le côté Scrum Master. Depuis peu, là, j'ai évolué dans le rôle de coordonnatrice d'intervalle. C'est bien compliqué, ça, coordonnatrice d'intervalle, ça veut dire quoi? En fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, ça s'appelle un RTE, donc c'est en anglais Release Train Engineer. Mais ici au Québec, on ne peut pas dire qu'on est un ingénieur si on ne fait pas partie de l'ordre des ingénieurs. Donc, ça a été traduit par coordonnatrice d'intervalle, puis c'est tout simplement un Scrum Master plus au niveau, à l'échelle de l'organisation. Donc, quand on parle de Scrum Master, c'est plus au niveau des équipes de développement sur le terrain, on va dire, puis d'amener l'agilité à l'échelle de l'organisation, au niveau stratégique, ben, c'est là qu'un RTE ou une coordonnatrice d'intervalle intervient, j'ai envie de dire. Puis on va aller vraiment dans le vif du sujet, dans le concret sur votre domaine et vos 3 emplois en l'occurrence. Vanessa était sur une belle lancée. J'aimerais savoir, Vanessa, une journée typique, une semaine typique dans ton travail au niveau de l'horaire, au niveau des responsabilités, des tâches, du moment où tu arrives au bureau ou en télétravail, peu importe, au moment où tu repars, tu vas faire quoi exactement de ta journée, de ta semaine? Oui, ben moi, c'est assez, on va dire, cadencé avec les cérémonies agiles qu'on entend dans le modèle Scrum. Donc, on commence la journée par un Scrum, justement, qui est une petite rencontre quotidienne de 15 minutes où on fait le tour des équipiers, des personnes qui sont dans l'équipe de réalisation, qui vont réaliser les fameuses fonctionnalités pour voir ben, c'est quoi, sur quoi ils travaillent, puis ce serait quoi leur éventuel bloquant sur lequel moi je pourrais agir, là, c'est-à-dire où je pourrais leur faciliter, leur donner des facilités pour les débloquer. Ensuite de ça, ben, je vais être en étroite collaboration avec les PO, les Product Owners, qui, eux, font la commande, j'ai envie de dire, des fameuses fonctionnalités. Donc, de voir que ce qui est travaillé par le développeur correspond aux besoins. Si on est proche d'une livraison, ben, d'arrimer certaines choses aussi pour que la livraison, l'atterrissage se fasse en douceur et sans accroc. Et puis aussi, ben, je vais travailler beaucoup sur des exercices de rétrospective pour toujours travailler dans une idée d'amélioration continue. Il faut que l'équipe soit heureuse. Je ne peux pas le dire autrement, là. Moi, mon but, c'est que l'équipe soit heureuse. Je me lève le matin pour ça, là. Donc, il faut vraiment trouver des moyens que les personnes, évidemment, aient un flow, une certaine efficacité, mais aussi ben, voilà, qu'ils soient heureux, tout simplement, je me répète. Bonheur et une cohésion d'équipe aussi, puis ça c'est primordial, là, on ne le soulignera jamais assez. Alexis, comme architecte logiciel, une journée typique ou une semaine typique dans ton domaine, ton emploi peut ressembler à quoi cette semaine, par exemple? Ben, tu sais, tout d'abord, moi, je tiens à dire que la majorité des éléments que Vanessa a couverts, ça me touche parce que, tu sais, je fais partie d'une équipe de développement général. Moi, pour ma part, je suis en télétravail depuis 3 ans. Pour ceux qui ne savent pas, je reste à Matane, puis je travaille pour une firme de génie logiciel à Québec. Donc, je suis 100% en télétravail depuis ce temps-là. J'ai travaillé également à Québec, là, dans les différentes années, mais dans le quotidien, mes semaines sont difficilement prévisibles, dans le sens que souvent les priorités peuvent changer. Tant qu'on commence, mettons, une certaine semaine, la première chose qu'on va sûrement faire, c'est qu'on va se discuter entre nous. T'sais, les équipes de travail, comme on parlait, souvent les gens ont peut-être la présomption qu'en TI, c'est peut-être plus des gens solitaires qui travaillent tout seuls, mais c'est des équipes très collaboratives. Fait que c'est vraiment important, les qualités interpersonnelles pour être capable de discuter entre nous. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos interactions de tous les jours.
Sinon, en point de vue plus des tâches, dans le fond, je vais toujours commencer à regarder pour commencer à voir c'est quoi les différentes priorités qu'on a à court terme et mettre, mettons, des orientations par rapport à ça, que ce soit des décisions techniques ou peut-être plus d'organisation. Sinon, ben, après ça, ben, mon rôle également, c'est d'assister les développeurs, dans le fond, à réaliser les différents systèmes, les différents morceaux, les différents Legos dans le système, que ce soit non seulement de vérifier, mettons, la qualité, qu'est-ce qui a été livré, produire de la documentation, beaucoup de rencontres, différents besoins. Puis en dehors de ça, ben, en dehors des mandats que j'assiste, en étant un membre d'une firme de génie logiciel, ben, je fais des trucs également à l'interne chez Cofomo. Je travaille aussi pour le Centre d'excellence Azure, donc j'aide différents clients en dehors de mon client normal, dans le fond, à participer de mettre des offres pour aider nos clients à travailler dans différents produits. Donc, je Puis, cours un peu partout, là. on court un peu partout, mais le télétravail, ça a cet avantage-là. On peut être de Matane, faire un webinaire où moi, je pensais que tu étais à Québec quand même. On n'y voit que du feu. Félicitations. Puis Sophie, conseillère principale analyste en géomatique. Le 9 à 5, là, je dis vraiment ça juste par défaut d'un meilleur terme parce que ça peut être bien différent que ça au niveau de l'horaire, mais la semaine peut ressembler à quoi? Une journée, en l'occurrence, là, les tâches, les responsabilités quand on a ton emploi, c'est quoi? Oui, ben, je fais du pouce aussi à ce qu'Alexis et Vanessa ont dit. On a des équipes qui sont similaires. Donc, une journée normale commence souvent par une rencontre d'équipe avec un Scrum Master, par exemple, pour faire le tour de qu'on est en train de faire, c'est quoi nos priorités de la journée, est-ce qu'on a des problèmes aussi avec ce qu'on est en train de développer. Moi, dans le cadre de mon travail, je travaille avec des clients qui ne sont pas nécessairement à Québec aussi. Donc, des fois, on a des clients qui sont quelque part ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc, on peut aussi travailler, même moi, je travaille de Québec, de la maison, des fois du bureau, mais nos clients ne sont vraiment pas nécessairement sur place. Donc, ça peut changer aussi un peu avec les horaires de travail parce que, par exemple, si on a un client qui est 3 heures après l'heure du Québec, ben, ça varie un peu notre horaire de travail. Mais on a des rencontres clients, des rencontres équipes pour discuter de qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Moi, puisque je suis de formation ingénieur en géomatique, je fais du développement aussi d'outils d'application de logiciels, mais j'ai aussi un côté un peu un aspect analyste fonctionnel, donc je suis beaucoup dans la vérification aussi des besoins clients, m'assurer que qu'est-ce qu'on est en train de développer est aligné aussi avec les besoins clients. Puis j'aide aussi à coordonner l'équipe pour qu'on s'assure qu'on mette les bonnes personnes au bon endroit sur des tâches. Donc, beaucoup de rencontres clients, encore comme Alexis et Vanessa disaient, le TI, il y a un gros côté humain au monde des TI où est-ce qu'on fait beaucoup d'interactions avec d'autres personnes. Même si parfois on a quand même des moments plus concentrés où est-ce qu'on doit travailler sur des tâches concrètes puis livrer vraiment des solutions, il y a vraiment un aspect de coordination d'équipe. On travaille avec des Scrum Masters, avec des architectes pour vraiment arriver avec une solution qui fait du sens pour nos utilisateurs, nos clients, nos collaborateurs. C'est intéressant quand tu as mentionné, Sophie, à quel point il y avait un côté humain. Que des fois, j'imagine, à tort, on dit, mais pas tard, là, on doit être tout seul avec des ordinateurs, des robots, tout ça. Alors que les trois en même temps, vous avez hoché la tête aussi. Fait que moi, Absolument. c'est ça comme un oui unanime que oui, il y a un côté humain, effectivement. Puis pour arriver dans le domaine à atteindre votre emploi, en fait, vos emplois, parce que vous êtes liés les trois quand même, mais c'est des emplois assez différents en soi. Tout le monde va avoir soit des études, une formation, un parcours académique. Puis tantôt, on disait tous les chemins mènent à Rome. Puis des fois, on peut, ouais, je donne ça, là, mais on peut étudier en littérature puis se ramasser en technologie, des fois juste parce qu'on peut avoir d'autres qualifications. J'aimerais savoir, Sophie, qui était sur une lancée aussi, toi, tes études, ta formation, le parcours académique scolaire a ressemblé à quoi de ton côté? Ouais. Moi, j'ai fait mon DEC en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy. Sachant pas trop non plus à ce moment-là où est-ce que je voulais aller, le fameux ouvre-toi le plus de portes possible, c'est ce que j'ai fait. Pendant mon cégep, j'ai découvert la géomatique, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est là où est-ce que je me suis inscrite vraiment au bac en génie géomatique à l'Université Laval. Ce bac-là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne vraiment accès à l'ordre des ingénieurs. Vanessa le mentionnait tout à l'heure, le titre ingénieur est bien protégé au Québec, mais le bac à l'Université Laval en génie géomatique donne accès vraiment à ce titre-là.
Mais donc, c'est vraiment le parcours que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup, moi, d'aller-retour, de détours pour me rendre là, vraiment où est-ce que je suis. Je dirais vraiment que l'aspect études a été quand même assez facile à trouver. Puis après ça, mais l'aspect justement carrière, une fois que les études sont complétées, c'est là que ça devient intéressant parce que, comme je disais tantôt, la boîte à outils qu'on développe avec nos études, c'est ce qui nous permet après de pouvoir aller cogner à plusieurs portes puis de voir vraiment différentes options. Puis aussi de vraiment euh, choisir un peu le type d'emploi qu'on veut faire selon notre personnalité. Tantôt, on disait que le domaine des TI, c'est un domaine qui est très humain. On peut faire beaucoup de rencontres, travailler beaucoup en équipe. J'ai des collègues, moi, dans mon équipe, qui n'aiment pas vraiment ça, le côté humain, dans le fond. Là, puis les autres qui aiment ça travailler bien tranquille dans leurs affaires, on en a. Puis leur travail est vraiment axé aussi sur leur type de personnalité puis ce qu'ils aiment faire. Alors que j'ai d'autres collègues qui, c'est ça qu'ils aiment jaser. Moi, je fais partie de ces gens-là qui aiment ça jaser au travers du travail. Ça m'amène beaucoup, moi, d'énergie de faire des rencontres d'équipe, de travailler en équipe, de collaborer pour trouver une solution. Puis je pense qu'après ça, avec le bloc, la boîte d'outils qu'on développe avec nos études, c'est là qu'on peut après choisir en fonction de ce que nous, on aime faire dans notre quotidien. Donc, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a de la diversité, puisqu'on parle de diversité de plus en plus, mais au niveau des profils, des personnalités, Absolument. tant qu'à moi, c'est encore plus important également dans ce domaine-là. Alexis, architecte logiciel, pour atteindre cet emploi-là, pour être bien, toi, parle-nous un peu de ton parcours académique, s'il te plaît. Les études à formation, c'était quoi dans ton cas? Moi, dans mon cas, j'ai fait mon DEC au Cégep de Matane. Normalement, quelqu'un qui, mettons, voudrait devenir architecte logiciel du jour au lendemain en sortant de ses études, souvent, ce qu'il va faire comme étude, ça va être probablement du génie logiciel ou, mettons, comme un bac à l'université. Ça, c'est le genre de choses que je n'ai pas fait. Je fais partie de ceux, dans le fond, qui ne sont pas à l'université, puis par suivre, mettons, de l'expérience sur le terrain, puis de l'auto-formation, ben, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis rendu maintenant architecte logiciel depuis quelques années. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les technologies de l'information, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Puis ce qui fait vraiment la différence de quelqu'un, mettons, sur le marché aujourd'hui versus demain, c'est toute l'auto-formation puis le fait de suivre le marché, comment il évolue. Tu sais, comme mettons, on parle de l'architecture de bâtiment, par exemple, c'est une technologie qui est beaucoup plus, c'est un domaine qui est beaucoup plus éprouvé dans le temps, contrairement, mettons, à l'architecture logicielle. Donc, ce qu'on faisait il y a à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, c'est pas nécessairement valable aujourd'hui. Donc, c'est un domaine qui nécessite beaucoup de formation, de certification, d'accréditation. Donc, tu sais, donner un exemple, il y a des plateformes de formation en ligne comme Pluralsight et j'ai au-dessus de 160 formations complétées là-dessus. Donc, c'est toutes on parle de formations qui peuvent avoir jusqu'à 10, 12, 15 heures, 30 heures pour certaines. Là. Donc, c'est toutes des particularités, mais c'est ça. Il n'y a pas un chemin précis pour arriver jusque-là, mais de manière générale, quelqu'un qui dit je voudrais être architecte logiciel, mon premier réflexe serait de dire ben, peut-être d'aller faire un génie logiciel, c'est probablement la voie la plus conventionnelle. Conventionnel également. Puis Vanessa, je ne sais pas si pour être Scrum Master, coordonnatrice d'intervalle, chez Calido, il y a une voie conventionnelle, mais dans ton cas, Vanessa, les études, le parcours, la formation, tout ça ressemblait à quoi personnellement? Ben moi, écoute, Thomas, c'est drôle, ton exemple, c'est typiquement le mien. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment étudié en Ah, littérature anglaise à la Sorbonne en France. Là, vous devez entendre un petit peu mon accent. Fait que c'est quand même assez niché, là. Je me suis cherchée un petit peu après professionnellement. Je travaillais dans l'immobilier, dans la vente, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour être Scrum Master, il n'y a pas de formation sur le marché. C'est vraiment une certification là, qu'on passe à côté là, de Scrum Master, mais il n'y a pas d'études en tant que telles présentement. Ceci dit, ben, on le voit qu'avec une licence en littérature, ben, on peut devenir Scrum Master. Donc, c'est ça. Moi, comme je disais, j'ai travaillé dans l'immobilier, dans la vente, puis au fur et à mesure de mes expériences, ce que j'ai noté, en tout cas, qui m'attirait, c'était vraiment un environnement collaboratif. On en a parlé avec Sophie, avec Alexis, le côté humain. Puis, le fait d'être au service de mes collègues, d'une équipe, etc. Donc ça, en étant Scrum Master, ben, je peux évidemment les aider une équipe à améliorer les méthodes de communication. Je peux les aider à atteindre des objectifs. Donc, c'est vraiment ça qui, tout au long de ma carrière, le fil rouge, on va dire, c'était ça. c'était ça le fil rouge quand même. C'est intéressant. Moi, j'ai vraiment dit ça au hasard, c'était pas prévu, mais ça veut dire que l'exemple est concret dans ton cas, Oui. Vanessa. On fait littérature anglaise, Littérature technologie de anglaise, on l'information. finit Scrum Master, ça laisse vraiment le domaine des TI, des portes ouvertes à bien des gens. Il faut, comme disait Sophie ou Alexis, si on n'est plus, c'est plus
le jeune homme dans son sous-sol en train de coder ou avec des odeurs, on ne sait lesquelles. C'est rendu, on s'habille, on se parle. C'est vraiment différent de ce qu'on peut Puis, penser. je ne sais pas s'il y a un lien, mais puis si la réponse est non, c'est non. Mais est-ce que le bac ou les études en littérature anglaise, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'aide quand même dans les technologies de l'information, la langue anglaise? Qu'est-ce qui t'aide peut-être dans ta formation en littérature? Je dirais que la littérature anglaise en tant que telle, j'aurais du mal peut-être à faire les liens avec Shakespeare, mettons, à tous les jours. Par contre, je rejoindrais le point d'Alexis dans le sens où, ayant fait mes études à l'université, donc à la Sorbonne, c'est beaucoup du travail en autonomie, d'auto-formation. C'est oui, t'as des cours dans des grands amphithéâtres où on est je ne sais pas combien, mais il n'y a personne derrière ton dos qui va te dire, OK, Bernard, tu sais, ce serait le temps que tu ailles te renseigner là-dessus, etc. Donc, ça m'a appris comme disait Alexis, être toujours à l'écoute et m'auto-former. Le fait d'avoir été à l'université, euh, c'est ça, c'est là que je ferai le lien, effectivement. Il y a un lien quand même à faire. J'en profite pour dire, on est à mi-chemin environ de notre webinaire branché sur mon avenir dans le cadre de la Semaine des technologies de l'information. Si vous avez des questions pour Sophie Beaulieu, qui est conseillère principale analyste en géomatique, Vanessa Hurt, qui est Scrum Master, coordinatrice d'intervalle, et Alexis Garon-Michaud, architecte logiciel, allez-y, pas de questions niaiseuses. Puis justement, j'irai avec la question de Nabil. Ça peut être à n'importe qui veut bien répondre en premier. C'est quoi, très bonne question, l'impact, selon vous, de l'intelligence artificielle sur l'avenir des technologies de l'information, puisqu'on en parle de plus en plus. C'est dans tous les films que je regarde pour Netflix ces temps-ci, c'est Subservience, peu importe. C'est au thème de tout. Donc, selon vous, c'est quoi l'impact de l'IA sur l'avenir des TI? Clairement, l'intelligence artificielle à court terme va accélérer le développement logiciel. Non seulement va repousser les limites, mais aussi améliorer, mettons, l'expérience utilisateur à plusieurs niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle vient remplacer certaines tâches qu'un être humain fait, puis que c'est délégué à une machine. Donc, l'être humain peut faire d'autres choses pendant ce temps-là. Est-ce qu'on peut croire, mettons, qu'à court terme, que l'intelligence artificielle va remplacer tous les développeurs? J'y crois pas. Pas à très court terme, pour la seule et unique raison que l'intelligence artificielle se base sur des commandes qui sont claires. Puis là, Vanessa et Sophie pourront confirmer, là. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas une prompt qu'on peut donner à une intelligence artificielle qui va exactement faire ce qu'on veut, comme qu'on veut, selon les critères qu'on donne. Déjà, des fois, qu'on récupère des besoins des clients, puis c'est déjà pas clair qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, à ce moment, en tout cas, à ce moment-ci, je ne crois pas. À terme, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont changer. Mais de notre côté, un peu comme on mentionne, les technologies d'information évoluent relativement vite. L'intelligence artificielle est en pleine essence. On va avoir des particularités au niveau matériel qui vont nous donner des. On ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas aller plus loin. La crise énergétique, tu sais, ça prend beaucoup d'électricité, par exemple, d'alimenter les data centers. Donc, ça, j'ai hâte de voir. Mais certainement, l'IA donne un facilitant monstre à ceux qui veulent rentrer dans le domaine du TI. C'est ton meilleur ami contre le syndrome de la page blanche. Quelqu'un qui veut commencer à faire quelque chose qu'il n'a jamais travaillé, par exemple, dans un certain langage de programmation ou essayer d'accomplir tel défi, juste le fait de pouvoir te challenger et de parler avec, par exemple, ton intelligence artificielle pour te donner des conseils, ben, ça vient déjà t'aider. Si on remonte il y a 10 ans, ben, les gens avaient des petits canards en plastique sur leur bureau, puis ils vulgarisaient leurs problèmes aux petits canards de plastique comme que j'ai dans mes mains présentement. On s'entend-tu que le canard ne te réplique pas, lui-là? Tandis que ChatGPT, par exemple, va le faire. C'est une des grandes différences. Je ne sais pas si Vanessa, Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose. La réponse d'Alexis était très complète, très bonne, mais si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Vanessa hoche la tête. Ce serait quoi, selon vous, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir des technologies de l'information? Et je rajoute un peu à ce qu'Alexis a dit, mais c'est complètement ce que je pense aussi. On parle de l'aspect humain depuis tantôt dans les technologies de l'information. Cet aspect humain-là, il ne peut pas être remplacé par une machine. De choisir des priorités, de comprendre un besoin client ou un besoin d'un membre de l'équipe pour développer quelque chose, pour arriver à une solution, pour faire la conceptualisation de solutions. Oui, ça peut nous aider. Je pense que c'est pas un bloquant. Je pense même que c'est comme Alexis disait, c'est un accélérateur, en fait. C'est qu'on peut faire des plus grosses choses plus rapidement. Puis je pense que le meilleur conseil que je peux donner, puis je pense que ça va être ça dans tous les domaines où l'intelligence artificielle va avoir un impact, mais c'est d'en faire un outil de travail qu'on maîtrise bien plutôt que d'en faire un ennemi. Ça peut juste remplacer des tâches qu'on aime moins faire aussi, puis pouvoir se concentrer, avoir plus de temps sur des tâches qu'on aime faire.
de déléguer, en fait. Il faut le voir comme un collègue à qui on peut déléguer des tâches qui nous tentent moins ou qui sont répétitives pour se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment. Puis, pour moi, c'est pas un bloquant, ça va être un ami. Un ami, dans ce cas-ci, L'apprentissage. de la technologie. Puis, Vanessa, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à tout ça. Est-ce que tu voulais compléter? Sinon, on a quand même 2 réponses très complètes, mais selon Oui, toi. je peux juste finir en disant, tu sais, on parle de c'est quoi l'avenir en termes d'intelligence artificielle, mais on pourrait carrément dire c'est quoi le présent, là. Tu sais, on le vit déjà, là. Donc on ne sait même pas dans l'avenir. Là, on y est déjà. Puis dans certains outils, c'est déjà intégré également, même au niveau plus de côté agilité, là, que ça va peut-être euh, on va dire, documenter le besoin d'une façon plus traditionnelle ou autre. Fait que oui, c'est quelque chose qu'il faut appréhender de façon positive parce que ça va nous accompagner, puis en faire peut-être des règles, des politiques dans les organisations que vous avez certainement, vous aussi, à CGI, Alexis ou Sophie, pour justement connaître bah, comment utiliser ces outils-là de façon sécuritaire et dans les normes de l'organisation. Fait que c'est ça, c'est de l'appréhender positivement, mais de façon responsable aussi. C'est une très, très bonne réponse de la part de vous trois, quand même. Et une très bonne question aussi de Nabil. Je vous invite d'ailleurs, si vous en avez des questions, elle était très pertinente, mais si jamais c'est des questions plus personnelles ou qu'on se dit des fois, ah, vas-tu paraître un peu pas du tout, allez-y, marquez-les en bas de la boîte de conversation. Puis moi, je fais le relais avec nos 3 experts dans le cadre de la semaine des technologies de l'information. On a parlé du côté humain, qui a un travail d'équipe. Moi, j'aimerais savoir quand même, puisqu'on, justement, le côté humain, on ne se doute pas toujours qu'il y en a dans le domaine des technologies de l'information. La question s'adresse à vous trois, en fait, à qui veut répondre en premier encore une fois, mais euh, j'aimerais savoir, c'est quoi les mythes, les préjugés qu'on pourrait avoir sur votre domaine ou votre emploi même, que vous devez constamment dire, c'est pas exactement ça, puis moi, il y en a dans le domaine des médias, il y en a beaucoup, mais je veux savoir, je pense que je vois Sophie qui hoche la tête, peut-être commencer par toi, Sophie, selon toi, c'est quoi les mythes, les préjugés qu'on peut avoir sur ton emploi, puis le domaine des technologies de l'information? Ben, écoute, on en a parlé beaucoup. Là. Je pense que le plus gros mythe, c'est l'aspect un peu solitaire et sombre d'un développeur dans son sous-sol ou d'une développeuse dans son sous-sol. Je pense aussi qu'un des, je viens de l'accrocher, mais un des grands mythes aussi, c'est que les TI, c'est un domaine très axé pour les hommes. De plus en plus, il y a beaucoup de femmes. Moi, je travaille avec une équipe qui est presque mixte d'hommes et de femmes dans le domaine des technologies de l'information. Moi, quand j'ai commencé, c'était l'aspect qui me faisait, je dirais pas le plus peur, mais je me disais, c'est peut-être pas pour moi, tu sais, c'est peut-être pas, mon cerveau est peut-être pas fait pour ce genre de réflexion-là, puis pas du tout même que ça amène un gros plus dans des équipes d'avoir de la diversité aussi de genre, d'âge, de tout ce qu'on peut imaginer, mais vraiment d'avoir en tête que c'est pas un domaine qui est réservé à un type de personnes bien précis qu'on s'imagine tout le temps, des gens qui sont super sociables, qui ont envie de travailler en équipe, qui n'ont pas envie d'être dans un sous-sol sombre. C'est un domaine qui est très bien pour ces gens-là aussi. Il y a de la place pour tout le monde. La place pour tout le monde. Je ne sais pas si de votre côté, Vanessa, Alexis, vous y ajoutez peut-être des préjugés, des mythes que vous entendez parfois sur votre domaine, votre emploi, que vous devez parfois démystifier. Il y en a partout, c'est pas négatif nécessairement, mais de votre côté, est-ce qu'il y en a justement des mythes, des préjugés aussi? Si je pourrais peut-être y aller, là, tu sais, souvent, les gens mentionnent, tu sais, que comme c'est un secteur qui évolue rapidement, puis je mettais de l'importance beaucoup sur l'importance de faire de la veille technologique. Tu sais, on ne se le cachera pas, on est dans un secteur où ce qu'on travaille, qu'on doit embrasser le changement, celui-ci est inévitable. Donc, on n'a pas le choix, il faut vivre avec. On suit la vague ou soit que la vague nous submerge. Donc, il faut faire un choix. Donc, c'est de dire que quand tu rentres dans un domaine comme l'informatique, croire que tu vas faire, mettons, tes études, puis tu n'auras pas de formation à faire après, c'est clair que ça, il faut l'oublier, là, ça ne marche pas comme ça du tout. C'est normal d'apprendre au quotidien. Puis je pense que c'est un côté qui vient justement. Certaines personnes ont besoin d'apprendre à tous les jours. Moi, ça fait partie. Tu sais, j'aime me coucher le soir et me dire, par exemple, j'ai appris de nouvelles choses. Puis ça, c'est un domaine qui est vraiment propice à ces éléments-là. Puis c'est de croire aussi que tu sais, c'est les relations humaines, là, je serais curieux d'entendre Sophie et Vanessa, là, mais on ne se cachera pas que la majorité des informaticiens sont peut-être introvertis en majorité. Donc, travailler en équipe avec des gens qui sont majoritairement peut-être des fois introvertis dans certains cas, c'est pas le cas de tout le monde, là. Donc, c'est un défi au quotidien d'avoir des interactions humaines en informatique. On a tous des profils différents.
On a des équipes multidisciplinaires complexes dans lesquelles on n'a pas toutes les mêmes backgrounds. Donc, des fois, trouver le juste milieu, là, je pense que c'est un défi que les gens pensent qu'on n'a pas au quotidien, mais que ça l'est quand même relativement beaucoup, là. Ça l'est beaucoup. Puis, Vanessa, pour compléter, si jamais il y a des mythes, préjugés, ça peut être des trucs qu'on a déjà dit aussi, mais de ton côté, est-ce que tu entends parfois des préjugés dans ton domaine? Tu dis oui. C'est quoi ces préjugés-là? Ben oui, comme tu le dis, ça a déjà été mentionné beaucoup par mes collègues, Sophie, qui parlait, bon, ben, celui qu'on l'a déjà dit, là, que c'est un domaine vraiment très solitaire. C'est pas du tout le cas, là. Vraiment, moi, je travaille toute la journée en collaboration avec des équipes. Même chose pour le domaine assez masculin. Ben, on voit que ça change vraiment beaucoup, là. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes maintenant dans le domaine des TI. Sinon, bah, peut-être c'est que c'était un domaine, moi-même, j'avais ce préjugé, là, on peut le dire. Là, au début, j'avais vraiment un syndrome de l'imposteur, là, on va se le dire, là, mais le fameux préjugé que c'est des personnes, des ingénieurs, des gens qui sont très technologues, si on peut dire, qui travaillent dans leur tête, là, puis qui sont euh, tu sais, qu'il n'y avait pas vraiment de place pour quelqu'un d'un peu littéraire et moins sur les concepts que comme moi, par exemple. Bon, bah, ça, c'est pas vrai, on le voit là. Il y a de la place pour des gens qui veulent travailler plus, comme on dit, sur les relations humaines, la communication. Il y a un peu tous les domaines dans les TI, finalement. C'est ça que ça veut dire. Un peu de tout dans les technologies de l'information. C'est vraiment très, très intéressant. Puis j'aimerais savoir, Vanessa était sur une bonne lancée aussi. Je pense que chaque personne, on a un moment ou des moments, ça peut être des souvenirs précis, des anecdotes ou juste un sentiment de bien-être, mais où on se dit, OK, je suis bien dans mon domaine, mon emploi, c'est fait pour moi. Des fois, c'est parce qu'on en a testé tellement que ne nous faisait pas finalement. C'est comme essayer une chaussure trop petite, là, c'est inconfortable, puis on en prend une autre. J'aimerais savoir, c'était quoi, peut-être en commençant justement par Vanessa, le moment où tu t'es dit, ben, je vais me lancer peut-être dans les TI, puis un moment où un sentiment, tu peux me décrire où tu t'es dit, hey, je suis bien là-dedans finalement, je n'ai pas envie de changer, ou du moins pas tout de suite, je suis confortable. C'était quoi, selon toi, ce moment-là? Oui, ben en fait, moi j'ai débuté ici quand je suis arrivée au Québec il y a une dizaine d'années dans les ventes. Donc, c'est-à-dire que j'ai des vendeurs dans le domaine financier, dans la formation, je les formais sur les produits. Puis petit à petit, ils avaient, tu sais, ben, comme dit Alexis, domaine des TI, si tu le veux pas, à un moment donné, il va s'imposer à toi, là, parce qu'on fait rien sans les technologies. Donc, il a fallu que je les forme sur des outils technologiques. Et là, j'ai senti vraiment un attrait pour ces outils-là, pour faire de la formation, mais plus spécifiquement sur l'aspect technologique. C'est très gratifiant. Tu vois tout de suite que la personne a compris ou pas. Tu vois tout de suite si tu l'as aidé ou pas. Fait que de là, j'ai un peu glissé tranquillement, doucement sur les TI. J'ai eu d'autres postes comme des postes de PO, de product owner, etc. Puis, ben, l'orientation vers le Scrum Master, ça s'est fait tout naturellement parce que, ben, arrivé à un moment donné, tu te rends compte que vraiment, il y a de la place si tu veux, comme je le disais au départ, aider une équipe à atteindre un objectif, aider une équipe à à répondre à un besoin, comme le disait Sophie. Puis, il n'y a rien de plus gratifiant de pouvoir ben, mettre en concret la demande de quelqu'un, puis de s'assurer que tous ensemble, on a atteint un objectif de façon le plus fluide possible. Donc j'ai pas de moment, mais je dirais que oui, ça s'est fait naturellement quand je me suis rendu compte qu'il y avait la place pour moi et que je me sentais vraiment utile en faisant ça. La France au Québec, littérature anglaise aux technologies de l'information quand même. Tous les chemins mènent à Rome, encore une fois, Complètement. comme on dit. Alexis, toi, pour être architecte logiciel, c'est quoi le moment ou les souvenirs que tu as où tu as su que tu étais à ta place dans le domaine des TI, puis comme architecte logiciel en l'occurrence? C'était quoi ce ou ces moments-là? Mais tu sais, moi, je vais commencer peut-être par parler de mon intérêt pour le développement logiciel en général, qui a été ma première vraie piqûre, là. C'était en secondaire 5, j'ai fait un cours complémentaire en informatique, puis ça me fascinait à quel point que j'étais capable de faire à un ordinateur quelque chose par des commandes, ou juste trouver comment faire le système. Puis en secondaire 5, j'avais eu le méritage justement de, de l'étudiant qui a eu la meilleure note en informatique. Et qu'est-ce que j'avais préféré le plus à faire à la fin? C'était un projet personnel que j'avais programmé un tic-tac-toe intelligent avec une simili-intelligence artificielle rudimentaire, mais on parle d'il y a 15 ans. Donc, c'était quand même précurseur comme idée.
Donc, c'était vraiment à ce niveau-là là, qui m'a vraiment allumé. Là. J'avais programmé un tic-tac-toe qui l'utilisateur jouait, puis tu jouais contre l'ordinateur, mais l'ordinateur répondait à tes coups. Donc, le prof était vraiment fasciné, puis moi aussi, ça me faisait capoter de dire que un ordinateur était capable de prendre des décisions par lui-même, puis d'exécuter des choses. Mais le côté architecture de l'informatique, c'est beaucoup venu plus tard un peu. Après avoir fait certains projets là, dans mon début de carrière, comme par exemple le guichet d'accès à un médecin de famille puis le carnet Santé Québec, ces deux produits où ce que j'étais le lead développeur dessus, c'était vraiment de mettre en place le terrain pour les autres. Souvent, là, c'est quand même difficile d'imaginer une solution, tandis que il y a à peu près 2 jours, tu savais pas pantoute qu'est-ce que tu allais faire, puis de sortir avec de la magie, puis d'essayer d'orienter, puis d'orienter les autres. Puis souvent, un architecte logiciel va également être un leader, puis être quelqu'un qui va accompagner les autres à grandir dans le domaine. Puis ça faisait partie de mes valeurs aussi en même temps. Donc, clairement, c'est à partir de ces grands projets-là, travailler en équipe, là, puis je vais le donner, là, mes mentors en début de carrière étaient relativement bons aussi. Puis c'est toutes les personnes qui m'ont fait grandir puis qui m'ont donné le piqûre là, à faire, de reproduire qu'est-ce que les autres ont fait envers moi, mais aussi envers les autres. C'est ça, donc donner au suivant, c'est bien dit, je pense aussi. Puis Sophie, conseillère principale analyste en géomatique, c'était quoi le moment pour toi, Sophie, où tu as eu la confirmation que tu étais à ta place dans le domaine des technologies de l'information, puis ton emploi notamment? C'était quoi ce moment-là? Oui. Rapidement, je vais expliquer à quel moment j'ai découvert que ça m'intéresserait peut-être le domaine des technologies de l'information, parce que quand j'étais au secondaire, au cégep, bon, je savais pas trop. Je pensais peut-être regarder pour être architecte, pas logiciel, architecte de bâtiment ou ingénieur civil, peu importe, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les cartes. J'arrivais dans un hôpital, puis il y avait la carte de l'hôpital sur le mur, puis je regardais les sorties d'urgence, puis j'analysais en fait l'espace tu sais, qu'il y avait autour. J'aimais vraiment ça jouer aux Sims quand j'étais jeune parce que je construisais quelque chose. Mais j'avais jamais vraiment pu associer cette espèce d'intérêt que j'avais là, qui était un peu bizarre, à une carrière. C'est pour ça que j'avais comme regardé un peu architecture, génie civil. Puis j'étais au cégep, je feuilletais le catalogue des possibles bacs à l'Université Laval parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Là. Je suis tombée sur la page du génie géomatique, du programme en génie géomatique. La photo, c'était quelqu'un qui était devant un ordinateur. Puis sur l'ordinateur, sur l'écran, il y avait un modèle en 3D de la ville de Québec. Puis là, j'ai fait Hey, je peux faire quelque chose qui a une carrière en lien avec regarder des cartes. Bon, c'est beaucoup plus que regarder des cartes, mais c'est là que j'ai eu la piqûre de dire Hey, ça m'intéresse. Puis moi, ce qui est drôle, c'est que la barrière que je m'étais mis à un moment en me disant Ouh, j'aimerais peut-être pas ça, c'est l'aspect TI. Donc là, j'étais comme hey, moi, j'ai jamais pensé que je voulais faire de la programmation, que je voulais être développeur. Ça me tente pas, moi, d'écrire du code. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais est-ce que c'est ça que j'ai besoin de passer au travers? Je fais un bac, puis après, je peux faire ça, je peux regarder des cartes sur un écran. OK, bon, je me lance. Pendant mon bac, c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça, développer des outils programmés. Je l'ai découvert pendant que j'étais dedans. J'ai vraiment fait le saut. Depuis ce temps-là, moi, j'ai jamais regretté. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Puis je lève mon chapeau à Alexis de parler des mentors, mais le travail d'équipe qu'on développe, les gens autour de nous qui nous aident à évoluer dans notre carrière, de voir des gens faire des choses, puis à un moment donné, se rendre compte que hey, ben, c'est rendu moi qui fais ces choses-là, puis moi aussi, je l'apprends à quelqu'un d'autre. C'est hyper gratifiant. On sent qu'on fait une différence aussi, que ce qu'on crée, puis ce qu'on développe, ça a vraiment un impact sur des gens, sur la population. C'est vraiment le fun. Puis quand tu te rends compte que ce que tu fais, ça rime avec ce que tu aimes depuis toujours, puis que tu as développé des outils que tu ne pensais pas que tu aimerais, c'est là que vraiment tu te dis, OK, je suis au bon endroit. On est au bon endroit avec cette confirmation-là. C'est très inspirant de la part de vous trois. Il reste une quinzaine de minutes. J'en profite pour dire si vous avez des questions pour Sophie Beaulieu, conseillère principale analyste en géomatique, Vanessa Hurt, Scrum Master, coordonnatrice d'intervalle, ou Alexis Garon-Michaud, architecte logiciel. Si vous avez des questions sur leurs emplois ou le domaine carrément des technologies de l'information, allez-y, il n'y a pas de questions niaiseuses. Et Nabil, récidive en demandant, très bonne question encore une fois. Moi, je n'aurais pas la réponse. C'est peut-être trop niché personnellement. Je pense que il y a peut-être vous trois ou un de vous trois qui pourrait l'avoir. Si vous avez le choix, parce qu'on a fait l'état de vos formations, études, le choix entre Azure et AWS en matière de certification,
vous choisiriez lequel et pourquoi, par exemple? Voulez-vous que je me lance? Je peux peut-être me lancer. Vas-y. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre pour les auditeurs, là, Azure, dans le fond, c'est les services infonuagiques que Microsoft offre, tandis qu'AWS, c'est les services infonuagiques que Amazon offre. Amazon puis Azure sont les deux leaders du marché présentement dans le monde de l'info nuagique. Ça représente à peu près l'équivalent de, on va dire un chiffre, là, c'est pas loin de, mettons, de 75% du domaine mondial. Donc, la- les certifications qui sont à récupérer chez AWS ou Azure se transmettent d'un à peu près à l'autre. C'est pas le 100% équivalent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça dépend de la carrière que tu veux cibler, puis peut-être les employeurs également que tu vas cibler. Il y a certains domaines, par exemple, que peut-être qu'AWS est beaucoup plus présent, par exemple, dans le monde du gouvernement fédéral, par exemple, tandis qu'au gouvernement provincial, Azure est beaucoup plus en place qu'AWS. Donc, tout dépendant le type de carrière ou d'employeur que tu recherches, les outils vont changer. Sinon, après ça, ben, peu importe la certification que tu prends, souvent, il y a une collaboration, pas de collaboration, mais il y a un équivalent d'un à l'autre. Donc, les deux sont relativement très bien pour avoir fait les deux moi-même. Après ça, ben, il y a des certifications qui sont vraiment plus pointilleuses, comme par exemple, si tu veux faire l'intelligence artificielle ou soit, par exemple, qu'on veut aller plus au domaine de la sécurité, ben, c'est deux domaines très vastes, c'est deux domaines vraiment différents. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes acteurs qui vont faire ces certifications-là, mais que tu fasses des certifications en sécurité sur AWS ou sur Azure, les grands principes restent les mêmes, c'est les terminologies puis les noms des outils qui sont différents. De très bonne réponse. Je pense que ça répond à celle de Nabil, mais encore une fois, deux bonnes réponses, deux bonnes questions, je veux dire, mais également deux bonnes réponses pour Nabil. Donc, si jamais vous avez des questions sur le domaine des technologies d'information, sur nos trois experts, leur parcours, allez-y. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, moi, je vais faire le relais. Puis j'aimerais savoir, parce que dans chaque domaine, chaque emploi, on a parlé du moment où on a la confirmation qu'on est sur notre X, mais je pense qu'on peut trouver de la valorisation dans chaque emploi. Tu sais, on revient chez nous, puis soit qu'on n'a pas l'impression qu'on a été travaillé ou on sait qu'on a fait une différence positive au-delà de la job 9 à 5 classique. J'aimerais savoir, peut-être Vanessa, pour commencer, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton domaine, tu sais, quand tu reviens chez vous, qui te donne quasiment envie d'y retourner déjà le lendemain matin, tu as hâte presque. Qu'est-ce que tu trouves de plus gratifiant, valorisant dans ton domaine et ton emploi aussi, en fait? Ben, je dirais que en fait, c'est tout simplement de régler des problèmes. C'est plate à dire, là. Mais on en veut, on en a, on veut déceler des situations qu'il faut débloquer. Et puis, c'est de trouver, encore une fois, en équipe, des solutions. Il n'y a rien qui peut, finalement, qui est comme, bon, ben, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, ou c'est comme ça. Il n'y a rien qui est tel que tel dans le domaine des TI. Il y a une situation donnée, on se met tous en groupe et on cherche une solution. Puis c'est ça qu'on fait à tous les jours. Donc, c'est très valorisant, effectivement, jusque, comme je le disais, au moment où on a cette fameuse livraison, on va livrer la solution, puis qui va permettre quelquefois de faire un wow en l'espace de 5 minutes, parce qu'une personne, ça faisait 2 ans qu'elle était confrontée à cette solution, qu'il ne l'avait pas dit, ben, on lui a solutionné ça. Fait que, là, on sent la valeur, puis on sent qu'on fait une différence. Oui, On règle des pépins, des problèmes aussi, c'est ça c'est ça. clair. Alexis, de ton côté, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans le domaine des technologies d'information et ton emploi à l'occurrence? Ben, le partage de connaissances, je portais beaucoup à faire de la formation également dans le cours de mon emploi. Donc, partager mes connaissances, régler des problèmes, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. C'est comme quand je passe, mettons, la fin de semaine, j'ai une ferme également aussi. Donc, juste de dire que je résous des problèmes à la ferme, ça fait juste drôle tant que mon oncle dit Alexis, as-tu une solution pour ça? C'est ça. Oui, je passe la semaine à trouver des solutions. Moi, c'est pas le même domaine. Mais échanger, collaborer. On le mentionne depuis le début, là, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Mais c'est aussi de voir c'est quoi le plus ajouté qu'on peut donner aux citoyens ou qu'on peut donner aux utilisateurs finaux dans qu'est-ce que l'on produit. Tu sais, je mentionnais plutôt le guichet d'accès à médecin de famille, mais c'est une plateforme qui a été mise en ligne en 2015 pour aider mettons, les citoyens à se trouver un médecin. Mais c'est tous des éléments comme ça qui ont été mis en place pour donner un coup de main aux citoyens, aux utilisateurs. Mais c'est là qu'on se rend compte on est capable de dire, hey, c'est le genre de système comme ça que je peux faire qui, dans 10 ans, 15 ans, ben, on va probablement en parler encore, puis qui laisse quand même une certaine trace là, dans la société. Donc, c'est valorisant à ce niveau-là beaucoup. Absolument. Puis Sophie, conseillère principale, analyste en géomatique, j'imagine qu'il y a quelque chose de valorisant selon toi aussi dans ton domaine. Qu'est-ce que tu trouves de plus gratifiant dans le domaine, mais ton emploi aussi?
Ben, dans le domaine, en tout cas, de la géomatique, ce qui est gratifiant, c'est qu'on crée des outils et on développe des solutions qui ont vraiment un impact concret sur les besoins. Par exemple, j'ai travaillé avec des équipes qui font de la gestion de feux de forêt pour essayer d'aider à développer des outils pour éteindre ces feux de forêt-là le plus rapidement possible. Donc, on parle par exemple d'une application où est-ce que les gens sont sur le terrain, ils n'ont pas de réseau cellulaire, ils utilisent une carte où est-ce qu'ils peuvent aller regarder où est-ce qu'ils sont les points chauds, où est-ce qu'ils doivent aller éteindre des feux, planifier aussi des opérations de déploiement d'équipes de feux de forêt pour, en fonction de la météo qui annonce, regarder un peu sur la carte puis être capable de voir rapidement, OK, ben demain, le feu s'en va par là à cause du vent, par exemple, à cause du type de végétation qu'il y a sur le terrain. Donc, c'est d'amalgamer tout ça ensemble pour vraiment faire une solution qui a un impact concret vraiment sur la vie des gens, là, ces applications-là. Je ne dirais pas que c'est moi qui sauve des vies, mais ça sauve des vies, là, ce qu'on fait. Puis on parle de guichet d'accès. Guichet d'accès à quoi, Alexis? Excuse-moi, Un médecin de famille. un médecin de famille, merci. C'est pas gaffe, en tout cas, bref. C'est vraiment des choses concrètes que les gens utilisent dans leur vie courante. On a des problèmes, on les résout, mais ça ne fait pas juste apparaître quelque chose sur un écran. Ces gens-là, après, utilisent vraiment ces outils-là. On ne sauve pas des vies, on n'est pas des médecins, mais c'est tout comme. C'est vraiment un apport à la société qui est hyper important aussi. C'est juste qu'on développe les outils pour aider ces gens-là après ça à faire leur travail. Donc, c'est multi carrière. On travaille avec des gens de tous les backgrounds, avec tout le type de connaissances aussi qu'il peut avoir dans une société, en fait. Puis on arrive vraiment à quelque chose qui sert pour de vrai. On n'aide pas nécessairement on ne sauve pas des vies nécessairement directement, mais on aide à Exact. sauver des vies directement. Puis ça, C'est ça. c'est vraiment important. Puis, il reste, je vois déjà le temps qui file, là, il reste un petit peu plus de 5 minutes. J'en profite encore pour la dernière fois. C'est le last call des questions. Si vous en avez sur le domaine des TI, sur nos 3 experts, leur parcours qui sont là aujourd'hui, à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos, allons-y. Il n'y a pas de questions stupides. Au contraire, moi, je fais le relais avec grand plaisir. J'aimerais savoir peut-être en commençant par Vanessa, qui n'a pas parlé depuis un petit bout. Selon toi, Vanessa, c'est quoi les conditions de travail? Pas le salaire, c'est peut-être indiscret, là, mais ou peut-être un chiffre grosso modo, mais pour un jeune ou une jeune qui arrive dans le domaine des TI, ton emploi directement ou peut-être juste le domaine en tant que tel, comment tu évalues les conditions, tu dirais, au niveau de l'horaire, au niveau du salaire, du filet de sécurité? Comment tu trouves, toi, personnellement, les conditions? Les conditions sont très acceptables, plus qu'acceptables, même pour débuter, pour quelqu'un qui se lancerait dans une carrière professionnelle. On parle, tu sais, de conditions assez basiques, assez traditionnelles, je dirais, avec, tu parlais du 9 à 5. Moi, je suis quand même relativement là-dedans. C'est sûr que quand on parle qu'on est dans blitz de livraison ou autre, ben, tu peux avoir un horaire qui change un petit peu. Il faut être ouvert à ça. Là, tu sais, on veut atteindre un objectif, fait qu'il y a des moments où on va mettre un petit peu plus l'épaule à la roue, mais sinon, c'est quand même pas mal cet horaire-là. Puis, je ne sais plus c'était quoi tes autres points de question, je m'excuse, mais au niveau du salaire, OK, ben, au niveau du salaire, c'est quand même, moi, j'ai quand même évolué beaucoup dans ma carrière, donc je ne sais pas le salaire débutant, là, mais je pense que c'est quand même très, c'est c'est- c'est- c'est Bien. très correct pour débuter une carrière, oui. Oui, oui. Pour débuter, Alexis, quand on veut être architecte logiciel ou quand on travaille dans les TI, là, selon toi, est-ce qu'on a des bonnes conditions? Tu sais, les conditions peuvent ressembler à quoi dans ton emploi environ? En fait, c'est ça, on parle de l'informatique en général. Ce qui est quand même plaisant, c'est que souvent, on a des horaires relativement variables. Donc, tu sais, on est capable d'accommoder, mettons, travail, études, travail, famille. Euh, Après ça, ben, ce qui est également bien aussi, c'est que la majorité tu sais, pendant plusieurs années, il y a quand même eu un trou qui manquait. Le recrutement d'informatique était super haut. Donc, les firmes n'ont pas le choix de mettre en place des conditions de travail concurrentielles entre elles qui ont fait bondir un peu là, les offres envers les personnes engagées. Donc, on a quand même des très belles conditions, que ce soit au niveau des vacances, que ce soit au niveau des congés fériés, que ce soit, par exemple, les assurances. Donc, tu sais, dans les compagnies privées, souvent, là, on n'est vraiment pas à plaindre. Puis, côté salaire, on peut regarder les chartes un peu, là, mais
souvent, quand vous regardez, mettons, les 5-6 plus gros salaires que vous pouvez faire, mettons, là, médecin, pharmacien, ces affaires-là, ben, pas trop loin, vous allez avoir ingénieur informatique, là. Donc, tu sais, personnellement, je fais en haut de 100 000 par année. Je vis en région où ce que le coût de la vie est beaucoup moins cher, par exemple, en ville. Je suis nullement à plaindre, là. Donc, à ce niveau-là, ça va super bien. Puis, c'est pas juste ça aussi, c'est aussi tous les services à côté autour, que ce soit des services de professionnels, que ce soit, mettons, avec des psychologues, des psychiatres ou par exemple juste des massages ou autres. C'est tout souvent c'est des choses que souvent les firmes vont offrir là, à leurs membres. Donc, c'est très complet à ce niveau-là. Dentaire, entre autres. Là, il y a certains secteurs qui n'ont pas ça du tout, mais de notre côté, on n'est vraiment pas à plaindre, là. Il y a Sophie, conseillère principale analyste en géomatique. Est-ce que le métier et le domaine a des bonnes conditions selon toi? Comment tu les évaluerais? Très bonne condition aussi, puis je pense que c'est important de dire que c'est un domaine où est-ce que c'est très facile de trouver de l'emploi. On a toujours besoin de ressources, on a toujours besoin de nouvelles personnes. Donc, je pense que j'ai vu Vanessa et Alexis hocher la tête, mais je pense que chaque entreprise a besoin de bras, puis d'entraide, là, puis d'avoir des nouvelles personnes. Donc, beaucoup d'ouverture pour les gens en début de carrière qui cherchent un emploi. En géomatique, ça fait longtemps qu'on le dit, mais c'est un domaine où est-ce que c'est presque 100% là, de taux de placement directement en sortant de l'école. Là. On n'en a pas beaucoup, puis c'est partout dans la société. Donc, j'appuie vraiment ce que Vanessa et Alexis ont dit en termes de vacances, en termes de choix d'horaire, en termes de salaire et tout. Mais je rajoute aussi que normalement, en TI, je ne connais pas beaucoup de gens en TI qui sont à la recherche d'emploi et qui ne sont pas capables d'en trouver. C'est vraiment pas ce qu'on retrouve présentement sur le marché. Il y a de la place pour la jeunesse, ça veut dire. Absolument. Et Déjà, si je peux rajouter, Thomas, je m'excuse, non, vas-y. peux-tu te couper? C'est aussi un domaine dans lequel le stage, c'est vraiment très instauré, là. Il y a énormément de stages au sein de notre équipe. On a beaucoup de personnes qui ont débuté par un stage, qui sont devenus employés à l'interne. Fait que, il y a beaucoup de facilité pour intégrer le domaine des TI par cette voie-là aussi. Ouais. Très bon point, vraiment. Justement, je demanderais en terminant, puisque c'est pas mal la fin, mais ce serait quoi votre conseil pour les jeunes qui nous regardent, soit en direct là, ou en différé, à brancher sur Mon Avenir avec Jeunes Explos, puis qui veulent peut-être aller justement dans le domaine des technologies d'information ou qui sont juste curieux là, de ce domaine-là. Vanessa, justement, ce serait quoi ton conseil pour les jeunes? Lancez-vous. Moi, c'est ça, je viens de tout autre domaine. Puis, comme tu dis, s'ils sont curieux, ben, c'est sûr que dans ce domaine-là, ça va assouvir leur curiosité d'une manière ou d'une autre. C'est tellement vaste, c'est tellement pluridisciplinaire. Il y a peut-être même quelque chose sur lequel ils vont s'orienter qui n'existe pas encore au moment où on se parle. Il n'y a pas de limite, là. Donc, ça vaut vraiment la peine d'explorer et de se lancer. Ce serait Explorer, lancer. Ouais. Alexis, ton conseil, ce serait quoi, toi? Moi, de faire les programmes étudiants d'un jour, il n'y a rien de mieux que se mettre les deux mains, par exemple, dans son école, d'aller voir mes enseignants, suivre un étudiant, par exemple, dans son parcours au cégep. Personnellement, j'ai fait ça, puis c'est ce qui a confirmé mon choix. Euh, Sinon, ben, de ne pas gêner, de regarder peut-être sur des groupes en ligne. Il y a beaucoup de groupes à cette heure maintenant que, tu sais, on remonte il y a 15 ans, c'est que c'était pas vraiment là, des groupes Facebook pour dire c'est quoi l'informatique au Québec, mais aujourd'hui, il y en a plein. Donc, il suffit de faire quelques recherches, puis on est capable d'avoir plein d'informations, d'avoir des pour, des contre, puis avoir des opinions de d'autres personnes. Donc, c'est des facilitats qui sont possibles aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Puis, pour finir, ben, garder la tête ouverte. C'est un domaine qui est quand même super intéressant, puis qui amène plus. En tout cas, on parlait tantôt, là, l'informatique, c'est tellement large que même moi, ou juste nous trois, on voudrait, mettons, identifier tous les rôles possibles imaginables. Là, je pense qu'on serait même pas capable de faire la liste complète ou à trois. Donc, Donc, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de place aussi pour de la oh jeunesse. oui. Le mot de la fin, Sophie, ce serait quoi, toi, ton conseil pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur Mon Avenir? Je pense que le mot-clé, c'est vraiment curiosité, garder l'esprit ouvert, essayer des choses. Quelque chose que vous pensez qui vous intéresserait peut-être, mais comme moi, vous pensez qu'il y a peut-être une partie du domaine qui vous intéresse moins, essayez-le avant de vraiment dire que vous n'aimez pas ça. Des fois, vraiment, juste de mettre le pied un peu dedans, ça permet de voir autre chose puis de voir d'autres possibilités qui s'offrent à vous aussi dans ce domaine-là. Une possibilité, il y en a en masse, justement. Très intéressant. Vraiment, je vous remercie chaleureusement, là, Sophie Beaulieu, conseillère principale, analyste en géomatique. Merci. Vanessa Hurt, qui est Scrum Master, coordinatrice d'intervalle chez Calido, et Alexis Garon, Michaud, architecte logiciel. Un gros merci à vous trois. Fred dit merci beaucoup. Également, je pense que ça a été apprécié des gens qui regardent en direct et qui regardent en différé aussi, clairement. Merci à notre partenaire cette semaine pour les technologies de l'information, qui est Mon Avenir TI. Merci infiniment. Merci à vous.
qui avez regardé ou qui allez regarder. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci d'avoir été à brancher sur Mon Avenir. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.